Quand j'étais étudiante, j'ai fait pas mal de petits boulots. J'ai vendu des sandwichs, des vêtements, j'ai travaillé dans des restaurants et un jour j'ai accepté une petite mission pour une semaine. Le job était simple, il fallait mettre des invitations dans des enveloppes pour un grand événement. Je me suis retrouvée dans cette très grande pièce avec des milliers d'enveloppes, je ne sais pas combien il y en avait, et 7 heures d'affilée, je faisais les mêmes gestes. Prendre une invitation, la mettre dans une enveloppe, retirer le collant pour la fermer, prendre une invitation, la mettre dans l'enveloppe, etc., etc. J'avais rien avec moi, j'avais pas de smartphone, donc pas de podcast, pas de musique, rien du tout, juste moi et les enveloppes. En fait, c'est la pire expérience que j'ai jamais eue. Depuis ce moment-là, pour moi, la répétition, c'est la définition du cauchemar professionnel. Pour d'autres, le trauma du travail, ça a été l'ennui. Alors quand on entend s'ennuyer, ça peut faire ricaner, on se dit que c'est pas mal d'être payé à rien faire, mais en fait c'est une solitude absolue et l'impression de ne servir à rien du tout. Selon les études et selon les années, on oscille entre 30 et 45% des salariés en France qui disent s'ennuyer au travail. Évidemment, là-dedans, il y en a qui s'ennuient un peu et d'autres qui n'ont strictement rien à faire et qui sont victimes de bore-out. C'est un concept qui a été théorisé en 2007 par deux consultants suisses en management, Peter Werder et Philippe Reutlin. Pour décortiquer cet étrange problème, j'ai parlé avec deux personnes. Jeanne, 28 ans, qui travaille dans l'industrie du luxe et qui pendant 1 an et demi n'a eu aucune mission. D'ailleurs, elle ne s'appelle pas vraiment Jeanne, elle nous a demandé de préserver son anonymat. Et puis je me suis aussi entretenue avec Christian Bourrion. Il est docteur en sciences économiques et spécialiste de la gestion du travail. C'est lui qui a fait émerger la thématique du bore-out en France. Il a écrit un livre qui s'appelle Le bore-out syndrome, quand l'ennui au travail rend fou. Je m'appelle Marie Semelin. Bienvenue dans Travail en cours. On est en 2011. À l'époque, Christian Bourrion étudie le syndrome du burn-out, l'excès de travail, avec un logiciel du CNRS qui permet de repérer des mots-clés utilisés par les internautes. Un jour, il écrit bore au lieu de burn, et à cause de cette faute de frappe, il découvre que les gens s'ennuient au travail. Donc moi, je fais une recherche sur l'excès du travail. Et là, je vais choisir mes mots-clés. Qu'est-ce que je prends comme mots-clés? Souffrance au travail, pénibilité du travail, suicide au travail, etc., etc., etc. Je vais prendre que des mots-clés. Et c'est ça qui va me sauver. C'est que je vais interroger, si vous voulez, quelques millions de personnes sur la souffrance au travail. Et qu'est-ce que je découvre? Et je suis aussi surpris que vous. Je découvre que les gens souffrent parce qu'ils ne font rien. Alors, ce n'est pas la totalité, hein, mais il y a 30% des gens, si vous voulez, qui souffrent parce qu'ils ne font rien. Alors, je me dis, c'est pas possible, il y a un truc qui déconne quelque part. Je refais ma programmation, je regarde un peu mieux. Non, c'est juste. Les gens souffrent parce qu'ils ne font rien. Donc, à partir de là, je vais faire un cluster de tous ces gens qui disent, j'en peux plus, j'arrive au boulot à 8h, à 8h30, c'est fini, il te reste, je fais quoi le résultat? Aller téléphoner aux copains et tout, oui, ça va pendant 3 semaines. Et après, on fait quoi, hein? On joue à des jeux, oui, c'est pareil, ça va pendant une semaine. Et après, on fait quoi? C'est exactement ce qu'a subi Jeanne dans sa grande entreprise du luxe. Dans un premier temps, elle a des journées qui ne sont pas toujours denses, puis, à l'issue d'une guerre interne entre différentes équipes, elle se retrouve sur le carreau. Elle n'a plus rien à faire. Rien. Non, mais en gros, c'est une entreprise qui est grasse, en fait, et du coup, qui a plein d'argent, et du coup, qui a des équipes super, hyper musclées, et pas forcément à l'échelle de la charge de travail. Et du coup, ça veut dire que l'organisation des équipes est faite de telle sorte que quand il y a un méga projet, il faut qu'on manque de personnes. Mais après, on n'est jamais du coup à 100% en termes d'activité. Et du coup, ça veut dire qu'il y a des phases de creux. Et dans ces cas-là, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont moins servir. J'ai changé d'équipe plusieurs fois et j'ai eu plusieurs périodes un peu creuses où je m'ennuyais, mais je me disais que en fait c'était passager. Puis j'en parlais autour de moi et je me rendais compte que en fait, la vie en entreprise, on n'est pas tout le temps à 100% et il y a aussi des phases de creux.
Je me suis aussi rendu compte qu'il y avait plein de gens qui disaient qu'ils étaient toujours sous l'eau, mais en fait, c'était faux, c'était pour justifier leur présence. Donc en fait, c'est un peu au fur et à mesure que j'ai découvert ce que c'était que l'inactivité. C'est pas arrivé d'un coup. Bah, les périodes de creux, je dirais que du coup, sur une journée complète, bah, il y avait 3 heures où je faisais pas grand-chose. Et moi, du coup, ça me semblait déjà un creux. Après, avec le recul, quand je regarde les gens autour de moi, je me rends compte qu'il y a plein de gens qui foutent rien, mais qui s'en rendent même pas compte. C'est-à-dire que ils vont traîner dans les couloirs, ils vont aller discuter, ils vont faire la tournée un peu du plateau, quoi. Et en fait, je pense que ces gens-là se rendent pas compte que chaque jour, ils passent 2 heures et quart à faire circuler des ragots, à s'informer des prochains projets pour être au courant avant tout le monde, pour être le premier sur le coup. Et voilà, mais moi en tout cas, comme j'étais un peu naïve, je me disais oh là là, mais je fais rien et tout, c'est pas normal, je suis pas active, ça veut dire que je sers à rien et voilà. Mais en réalité, si on posait vraiment la question à tous les gens de mon service, je pense que, enfin, ce serait super choquant, quoi. Le nombre de gens qui sont payés à rien faire et qui ne le savent pas. Mais du coup, quand j'en parlais autour de moi, je me disais oui, bon bah oui, c'est vrai qu'en ce moment, je m'ennuie un peu parce que je passais une matinée complète à rien faire, quoi. Mais du coup, ça, c'était des petites phases de belles activités. Mais du coup, c'était très différent de ce que j'ai vécu quand j'ai découvert des journées à rien faire. Mes petites 3 heures de trou par-ci par-là, c'était le début où j'ai commencé à appréhender le vide, on va dire. Au fur et à mesure, on avait des projets qui étaient aspirés comme par magie par d'autres équipes. Et c'est là que j'ai compris que en fait, mon poste était en train de disparaître pour des raisons politiques. Ça a duré 1 an et demi. Oui, c'est ça, 1 an et demi. Vraiment, rien, aucune activité, ça a duré 8 mois. Mais après, j'ai quand même eu quelques périodes d'activité, mais c'était un marathon de l'ennui. J'avais absolument plus rien à faire. Donc, c'est-à-dire que je me levais, je venais, j'avais aucun mail dans ma boîte mail, et je repartais le soir, j'avais rien fait. Et j'étais épuisée. C'est-à-dire que quand je rentrais chez moi le soir, j'étais hyper fatiguée. Je sais pas, comme si en fait, j'étais un peu anesthésiée. Peut-être le côté, le fait de pas être suffisamment stimulé intellectuellement, ou de pas être actif, ou peut-être juste physiquement s'avachir derrière son ordinateur, enfin, pas aller en réunion, pas se lever, pas parler aux gens, pas avoir d'interaction. En fait, je pense que ça ramollit complètement et ça fatigue vachement. Enfin, c'est un état physique vraiment bizarre que je connaissais pas. Ce qu'a subi Jeanne, c'est une véritable souffrance. C'est d'ailleurs comme ça que Christian Bourrion définit le bore-out. Alors, qu'est-ce que c'est que le bore-out ? Le bore-out, c'est une souffrance, mais une souffrance qui déstructure la personnalité. On ne peut pas parler de maladie, c'est une attaque de la personnalité. Mais cette attaque de la personnalité ne se fait pas n'importe comment. C'est comme dans toute maladie, il y a, si vous voulez, des conditions épidémiologiques. Il faut que le gars ait un espoir dans son travail. Il est engagé dans son travail, il a un salaire, il y a pensé, il a passé les examens, il a passé ensuite les entretiens, et il espère du travail s'épanouir, de l'argent évidemment. Mais ce n'est pas ça qui compte, s'épanouir et tout. Et qu'est-ce qui se passe ? Il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire. Il se dit, quoi, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. C'est pas possible que ça dure. Ça passe 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. C'est une souffrance terrible de s'ennuyer, de ne rien faire. Et il faut bouger. C'est un cercle vicieux. Car plus vous vivez, plus vous menez votre vie en faisant des trucs et des machins, plus il faut faire des trucs. Le cerveau, il s'adapte. Plus le cerveau a besoin d'être nourri et qu'il faut faire des trucs et des machins pour mener votre vie. Si vous arrêtez d'un seul coup, c'est à peu près comme le fumeur qui arrête de fumer, l'ivrogne qui arrête de boire. C'est quelque chose d'épouvantable qui se produit. C'est à peu près la même chose. C'est une sorte de drogue. Le mot est un peu fort. Mais au point de vue du cerveau, c'est le même mécanisme. Une sorte de drogue. Je vais quand même vous donner une expérience de mon collègue, le professeur Kraft. Donc, moi, je suis un spécialiste, si vous voulez, de la gestion du travail.
Et à Nancy 2, à Nancy 1, vous avez une université qui travaille sur des rats, parce qu'eux sont des scientifiques. Et le professeur Kraft, il avait 3 pièces, il m'a montré son truc. Il a séparé ces rats en 3. Il y a un groupe de rats qui, pendant plusieurs années, a été choyé. Vous savez, ils avaient des petits jouets, des petits trucs, des petits machins, de la musique et tout. Ils adoraient les petits bestiaux-là. Il y avait un groupe de rats qui était martyrisé. Ils avaient des chocs électriques dans l'endroit où ils marchaient. La musique, c'était ping, pang, poum, poum. Et puis, il y avait un groupe de rats où il ne se passait rien. Ils s'ennuyaient. Au bout de plusieurs années, les rats ont commencé à mourir. C'est normal pour un rat. Vous savez quelle est la boîte où le taux de mortalité était le plus élevé? Ben, c'est là où les rats s'ennuient. Donc ça, c'est vraiment la preuve que le cerveau est une machine qui s'use quand on ne s'en sert pas, à la différence d'une pile célèbre. C'est une souffrance psychologique, personnelle, et c'est aussi une souffrance sociale. Car dans nos sociétés, notre travail nous donne une fonction, une place. Très vite, ne rien faire peut vous remplir de honte, de gêne, d'un sentiment d'inutilité et susciter le jugement des autres. Essayez donc, un jour où vous déjeunez avec une dizaine de personnes, après le confinement, de leur dire, moi, dans mon boulot, j'ai rien à faire, strictement rien à faire. Vous allez voir le massacre que ça va produire autour de la table. La première chose, ça sera un silence complet, total. Parce que ça ne se dit pas. Les gens se cachent normalement dans le truc. Alors, j'ai effectivement, après avoir sorti mon bouquin, reçu des dizaines de courriels sur le thème « Enfin quelqu'un qui décrit ce que je vis ». Ah, c'est le bien que ça me fait. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. J'étais crevé, je n'arrivais pas à me lever le matin. Je ne suis pas heureux et tout. Alors que j'ai un boulot super peinard, avec 2-3 trucs à faire, dans lequel il n'y a pas de difficulté possible. Mais je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Cette incompréhension a tourmenté Jeanne pendant longtemps. Quand elle a commencé à ne plus rien avoir à faire, elle s'est dit que c'était à cause d'elle, que c'était de sa faute. Et en parler, ça a été très compliqué. Sur le moment, forcément, je me suis dit que j'étais le maillon faible. Et que, en fait, si ça m'arrivait à moi, c'était pas du tout pour une histoire de guerre interne, c'était juste que j'étais pas compétente et que j'avais pas réussi, enfin, que j'avais pas fait mes preuves. Maintenant, j'en rigole parce qu'en fait, c'est complètement absurde. Enfin, il y avait un côté, oui, vraiment absurde parce que du coup, concrètement, pendant 3 mois, du coup, j'avais pas de manager, pas d'équipe. Je savais pas à qui je pouvais en parler. Et parce que du coup, c'est le monde des secrets et du coup, je faisais semblant d'être là, quoi. Donc sur le moment, c'était super violent parce que du coup, je pensais que je savais pas si je pouvais en parler ou pas. En même temps, je savais que si j'en parlais, c'est vraiment la honte ultime parce que du coup, clairement, je disais aux gens autour de moi qu'en fait, je ne servais à rien. Et en fait, quand on sert à rien dans une entreprise, en fait, on n'existe pas. Et donc sur le moment, j'avoue que je l'ai quand même pas super bien vécu, mais maintenant que j'y repense, c'est quand même très rigolo. Parce que en fait, je pense que il y a un côté tellement, enfin tellement absurde. En fait, moi, ça me rappelle les vidéos du message à caractère informatif de Canal+, avec la Cogip et les faux employés et la fausse entreprise. Et en fait, moi, j'en faisais partie, quoi. Donc du coup, je me promenais dans les couloirs, j'allais à mon poste, j'écrivais des emails à mes potes, tout en faisant comme si c'était normal. Alors j'ai fait un peu des crises de panique quand même sur le moment, ce que je connaissais pas. Euh, mais assez rapidement, en fait, comme j'avais eu le temps de réfléchir beaucoup au sujet du travail, ce que ça m'apportait et ce que j'étais heureuse ou pas, j'avais déjà quand même beaucoup mûri le sujet et je voyais en fait, j'étais super consciente de ce qui était en train de m'arriver et du coup je voulais être actrice. En fait, c'était pas comme si je passais du tout de tout à rien en un claquement de doigts. En fait, je l'avais vu venir progressivement et du coup j'avais été quand même assez passive jusqu'à présent. Et donc, à un moment donné, quand j'ai commencé à faire des crises d'angoisse, alors que en soi, j'étais payée à rien faire, donc du coup, j'étais dans une planque, quoi. Il y a des gens qui seraient très contents d'être là. Je me disais, mais je suis trop jeune pour être au placard.
Je comprenais pas trop comment je me retrouvais dans cette situation. En fait, le plus compliqué, c'était de pouvoir en parler à personne parce que enfin, c'était une ambiance super malsaine de travail et donc je pouvais en parler à personne. Mes parents comprenaient pas forcément où était le problème, à partir du moment où j'avais, un emploi stable en CDI, qui me permettait de faire, un emprunt pour acheter un appart, eux, ils se disaient pas forcément que c'était, alarmant. Et puis je pense que c'est des problématiques aussi, auxquelles nos parents sont pas forcément sensibles dans la mesure où ils ont tous connu, des carrières super différentes des nôtres. Donc je pense qu'ils pouvaient pas vraiment comprendre cet état, d'inactivité. J'avais quand même vraiment besoin d'en parler à quelqu'un qui connaisse, en fait, l'univers. Parce que si j'en parlais, autour de moi, en dehors de mon travail, je me retrouvais avec des gens qui connaissaient pas du tout ce milieu et qui allaient solder la conversation en disant: «Mais de toute façon, c'est des connasses, laisse tomber, ça fait des années que tu te plains de ton travail, et que voilà et que tu travailles avec des gens superficiels, et limite semi-idiots, quoi. Donc en fait, tu» enfin, il y avait pas vraiment de débat possible donc j'avais quand même besoin d'en parler avec quelqu'un de mon entreprise et en fait, j'ai trop regretté parce qu'après j'étais paranoïaque en me disant: «Non mais de toute façon, il va en parler à machine, à machin et après ça va être fini pour moi». Alors que je vois pas ce qui aurait pu être fini pour moi vu qu'en fait, déjà j'existais plus mais il y a vraiment un côté, il y a vraiment une espèce de honte qui est, super bizarre à identifier. En fait, ce qui m'interpelle, c'est le décalage entre la pression économique énorme qu'il peut y avoir dans certaines entreprises, où chacun se plie en 12 pour toujours plus de profit, d'où le problème massif des burn-out, et en même temps, cet ennui. Et il ne date pas d'hier, puisqu'à la fin des années 60, James G. March, sociologue, et Herbert Simon, prix Nobel d'économie, publient leur livre Les organisations. Ils y expliquent que les entreprises et les institutions génèrent beaucoup d'inactivité et n'arrivent pas à rationaliser au point que tout le monde trouve une place pleine. Plus récemment, en 2013, dans son livre Bullshit Jobs, l'anthropologue américain David Graeber affirme lui que la bureaucratisation du travail fait proliférer les postes inutiles ou superflus dans les entreprises publiques comme privées. Une situation différente de la mise au placard, cette expression dont on parlait beaucoup pour la génération de nos parents. Le placard, c'était pour pousser un individu précis à s'en aller. Le bore-out, ça ne vise pas forcément le salarié de manière personnelle. C'est un défaut dans l'organisation. Voilà, la mise au placard va intervenir, mais plutôt dans les postes qui sont en haut de la hiérarchie, c'est-à-dire des directeurs généraux ou peut-être simplement des chefs de département, enfin, déjà un niveau assez élevé. Le gars ne veut pas quitter son poste, alors que pour une raison X ou Y, on lui demande, par exemple, ou bien il a commis, si vous voulez, une faute sur laquelle il n'est pas sanctionnable, et un beau matin, il va découvrir qu'il ne reçoit plus une lettre, plus un coup de téléphone, éventuellement que sa ligne téléphonique est coupée, et qu'il n'arrive plus rien sur son bureau, il n'a plus un rendez-vous de la journée, plus rien, et c'est ce qu'on appelle la mise au placard, c'est-à-dire qu'il n'a plus strictement plus rien à faire. Et soit le type va tenir, soit il va faire une dépression. En général, il va tenir, pour la raison suivante, c'est que quand on peut mettre un nom sur les choses, elles sont supportables. Si vous pouvez vous dire, j'ai été mis au placard, ça fait partie de la guerre que j'ai engagée contre un tel, dans tel service, etc. Ils croient qu'ils vont m'avoir, je vais tenir bon. Il y a une raison, il est simplement dans une guerre un peu particulière, ce ne sont pas des fusils, ce ne sont pas des cartouches, mais c'est une guerre un peu particulière. Et il va décider de la gagner en engageant là-dedans les moyens qui sont les siens, c'est-à-dire la capacité à s'occuper quand on n'a rien à faire. Pour sortir de son ennui, Jeanne s'est mise à essayer de trouver des occupations régulières, faisables depuis son poste. On travaille en open space, donc du coup, tout le monde peut voir ce que je fais sur mon écran. Donc j'ai écouté beaucoup de podcasts à ce moment-là, parce que ça demande quand même d'être pas mal concentré. J'ai fait beaucoup ça, j'ai fait plein de candidatures en fait, même si les gens voyaient ce que je faisais, j'avais du temps pour le faire donc enfin en tout cas j'ai beaucoup cherché de travail sur place. Après c'était plus compliqué de faire vraiment des
des lettres de motivation détaillées ou bien parce que en fait c'est super fatigant de rien faire à son poste. J'ai pensé démissionner plusieurs fois parce qu'en fait je me rendais compte que physiquement du coup ça allait pas super bien et que donc le seul moyen de mettre fin à ça en fait c'était de poser ma démission et de passer à autre chose. Mais le problème c'est que quand on pose sa démission du coup on touche pas le chômage. Donc ça voulait dire que non seulement je me mettais dans une position j'avais pas du coup de porte de sortie quoi. En fait, j'avais juste rien et en plus je gagnais pas d'argent. Donc il y a un principe de réalité qui m'a rattrapée et voilà. J'avais très très peu d'ambition, hein. Moi, je voulais juste une raison de me lever le matin pour justifier ma présence. Donc ça veut dire que j'avais très peu d'attentes. En fait, je voulais juste retourner à une activité normale dans le sens où vraiment dans le sens activité quoi. C'est-à-dire que je me déplace, je circule dans dans un espace. Enfin, c'est fou quand même. C'est vraiment revenir au basique. C'est du coup poser une question à quelqu'un, attendre une réponse, parler à des gens, animer une conversation. En fait, c'est des trucs que je faisais plus. Et moi, du coup, ma principale ambition, c'était pas m'épanouir dans mon travail. C'était avoir des rapports normaux de collègues et avoir un but dans ma journée, quoi. Donc c'était très très faible comme ambition. En fait, ça m'a permis de me libérer vachement l'esprit parce que du coup, cette inactivité, cet ennui profond, c'était vraiment un boulet que je me traînais et qui me tirait vers le bas pour tout quoi. Donc aujourd'hui, en fait, le fait d'avoir un minimum d'activité, d'avoir juste d'avoir ma présence qui est justifiée là où je suis, en fait, moi, ça me permet de me dégager un espace pour aller voir ailleurs, ça me donne l'énergie pour être plus désirable aussi sur le marché du travail. Ça veut dire que quand je passe des entretiens, j'ai pas l'air au fond du seau. Enfin, c'est idiot, mais en fait, juste avoir quelque chose à faire dans la journée, ça me permet c'est super libérateur. Je pense que en fait, c'est une banalité, mais l'action entraîne l'action. Donc, si j'avais absolument rien à faire de la semaine, du coup, ma candidature, j'allais jamais l'envoyer. Alors que si je sais que j'ai un créneau d'1h15 pour le faire dans la journée, je vais le faire. Et en plus de ça, je le ferai avec une confiance que j'avais pas avant. En fait, plus on grimpe, plus on... Enfin, je dis pas que je suis en haut de l'échelle, hein, pas du tout. J'ai très très peu évolué. Mais par contre, je me rends compte que du coup, je travaille sur des choses qui peuvent susciter la convoitise d'autres équipes ou d'autres personnes. Et c'est à partir de là que je me suis rendu compte que c'était vraiment du coup des dynamiques de rivalité, de compétition, et c'est pas du tout intéressant. Je trouve qu'il y a rien d'excitant là-dedans. Donc moi aujourd'hui, je me rends compte que ce qui m'intéresse vraiment, ce qui me donne vraiment envie de me lever, de retrouver une équipe, c'est d'avoir des gens qui se planquent pas derrière des masques de super employés toute la journée, parce que les journées sont longues. Aujourd'hui, le bore-out n'est pas reconnu comme une maladie professionnelle. Une étude anglaise intitulée Bored to Death, s'ennuyer à mourir, publiée en 2010, relevait pourtant que les salariés qui s'ennuient au travail présentent un risque 2 à 3 fois plus élevé d'accidents cardiovasculaires que ceux dont l'emploi est stimulant. Mais en France, si la reconnaissance du burn-out avance, celle du bore-out est encore lointaine. En attendant, on a au moins un mot, une expression. La possibilité de nommer ce qui nous arrive pour mieux le surmonter. Se dire qu'indépendamment de savoir si on fait bien notre boulot, un jour, on peut se retrouver dans un angle mort, sans que ce soit de notre faute. Se dire que oui, même si dans notre société, le travail est beaucoup, nous ne sommes pas juste notre job, ce qu'on y fait ou ce qu'on n'y fait pas. Vous venez d'écouter Travail en cours. Louise Emerlé est chargée de production. Cet épisode a été monté et réalisé par Cyril Marchand. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Gérard est responsable de production et Maureen Wilson, responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Et dans notre prochain épisode, on parlera à des entrepreneurs
qui vont nous expliquer quels apprentissages ils tirent de cette période si particulière de travail en confinement. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, SoundCloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis. Émotion, Une autre histoire, Le Book Club, Entre, Manger. Enfin, pour nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello@louismedia.com. À bientôt.